Amoureux de la physique, bonjour. Un petit exercice de bonne résolution cette nouvelle année sur les mouvements dans les champs de pesanteur. Voilà, chose promise, chose due. Voilà, je fais un petit exercice pour que vous puissiez un peu vous en sortir sur ces champs de pesanteur. Alors, voici l'exercice ultra classique où on lance un objet. Ici, c'est une balle de hockey sur gazon avec un certain angle dans un plan. Alors ici, il faudra faire attention, hein, le plan c'est OXZ, et on nous demande tout un tas de questions que l'on va découvrir juste après. Alors, ce qu'il faut repérer effectivement dans l'énoncé, c'est les conditions initiales, hein, à la date t égale 0, on nous dit que l'objet quitte avec une certaine vitesse VB, qui aura un angle, hein, alpha. On nous dit bien sûr que on néglige toute action due à l'air, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frottement, et on est dans le champ de pesanteur. Le système d'axe, c'est OX, OZ, hein, c'est ce que je suis en train de dire juste avant, et avec le système d'orientation Z vers le haut, X vers la droite. Voilà, on me donne la valeur de H qui est 0,40, ça veut dire qu'au départ, l'objet est lancé avec une vitesse VB à une hauteur de 0,40 mètres. Voilà. Bien, c'est parti. Voici donc les questions, hein, ultra classiques. Au début, la première et la deuxième question concernent ce qui se passe à l'état initial. Ensuite, la troisième question, d'après la deuxième loi de Newton, on va me demander de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et de trouver la vitesse au sommet. La question 4, de donner les coordonnées du vecteur position cette fois-ci, et d'en déduire à la question 5 l'équation de la trajectoire. Et enfin, la question 6, c'est de savoir si, avec des conditions très particulières initiales, on a marqué le but ou pas. Alors, on commence par la première et deuxième question qui concernent les conditions initiales. À t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors pour cette première question, à t égale 0, on a quoi? On a tout simplement la vitesse VB, et si je projette cette vitesse suivant l'axe horizontal, hein, ici, on a donc cette Vx ici, enfin VBx, pardon, et quand on projette suivant l'axe vertical ce morceau-là, on a VBy, et donc dans le triangle rectangle que l'on a, on a VBx égale V0 cos alpha, en fait, hein, c'est pas V0, mais c'est plutôt VB cos alpha. Moi, j'ai l'habitude de marquer V0 pour vitesse initiale, et V0, VB, pardon, sinus alpha. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour la question 1. Pour la question 2, on me demande les coordonnées du point de départ. Hein. Bah, les coordonnées du point de départ au point B, la balle part du point B, c'est facile. Hein. X égale 0, hein, et Y, enfin c'est Z, pardon, égale la hauteur H. Hein. Le point B démarre de la hauteur H, 0,40 mètres. Voilà. Alors, les hostilités commencent maintenant en me demandant les coordonnées du vecteur vitesse, cette fois-ci. Alors, pour cela, je rappelle qu'on doit définir le système. Le système, c'est donc la balle. Le référentiel, il m'a été donné, c'est terrestre supposé galiléen. Le repère, j'ai mis OIJK. En fait, il n'y a pas de J, hein, parce qu'on travaille, on me dit qu'on travaille que dans le plan, mais en fait, voilà, de manière classique, OIK. Et la dernière chose à faire, c'est l'inventaire des forces. Puisqu'il n'y a aucune force de frottement, la seule force qui agit sur la balle, c'est le poids P. D'accord? C'est une chute libre. Hein. Dans le cas de la chute libre, la seule force, c'est le poids. Alors, bah c'est là qu'intervient cette fameuse deuxième loi de Newton. Dans la deuxième loi de Newton, on me dit que la somme des forces extérieures au système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement P par rapport au temps. Or, la quantité de mouvement P, c'est égal à mv. Hein. Je vous rappelle que passer d'ici à ici, bah vous avez P, mais attention, c'est pas le poids, hein, c'est la quantité de mouvement égale à m fois le vecteur vitesse v. Et donc, comme m par rapport au temps, lui, ne se dérive pas, c'est une constante, c'est que la vitesse qui se dérive, on obtient m dv sur dt, et dv sur dt, ça, c'est égal au vecteur accélération. Donc, je me retrouve avec la somme des forces égale ma. Ici, comme la seule force que j'ai, pardon,
c'est le poids. Je me retrouve avec P égale MA. Voilà, P égale MA. Ensuite, il me faut arriver à au vecteur vitesse. Donc voilà la situation que j'ai. J'ai donc bien un vecteur, la balle, le vecteur P vers le bas, le vecteur V initial. Et la composante des forces ici, j'ai P suivant mes deux axes, Px, P n'est que vertical vers le bas. Donc Px vaut 0, il n'a pas de coordonnées suivant l'axe des x. Je vous rappelle que l'axe des x c'est comme ça, donc il n'y a pas de coordonnées sur l'axe des x. Par contre, P suivant l'axe des z est négatif, tourné vers le bas, et P égale mg, donc ça fait moins mg. Donc voici les composantes de vecteur force P. Pardon, on revient, voilà. Ensuite, coordonnées du vecteur accélération, eh bien, d'après la loi de Newton que l'on vient de voir juste avant, on vient de trouver que P égale à M fois A. Donc je me retrouve avec quoi? P, les coordonnées de P, c'est Px, Py. P, d'après cette équation, Px égale MAX et Pz égale MAZ. Et je fais le lien entre ce que j'ai là et ici. Donc je me retrouve avec Px égale MAX égale 0 et Pz égale MAZ égale mg. Donc finalement, je me retrouve avec le vecteur accélération A comme coordonnée 0 moins g. Voilà. Et c'est le point de départ de tout le déroulement. Maintenant, c'est mathématique du déroulement pour trouver le vecteur vitesse. Une fois que j'ai ce vecteur accélération, je sais que l'accélération, donc je vais le remettre, on a trouvé que ça faisait 0 et moins g. On vient de dire que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire dv sur dt, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'écriture qu'on adopte. En mathématiques, en fait, vous, en mathématiques, quand vous écrivez y égale f de x, vous écrivez en fait f' de x, qui est la dérivée. Mais en fait, c'est la dérivée de quoi? C'est comme si vous écriviez dy sur dx. D'accord? C'est comme en fait en mathématiques, la variable c'est très très souvent x, on a coutume d'écrire f' pour dériver. Mais en fait, c'est bien la même écriture dy sur dx. Voilà. Alors j'efface ça, et on va continuer à faire de la physique et pas des maths. Voilà, et du coup, le vecteur accélération, c'est pareil, dv sur dt, donc ça fait ax et az. Ax égale dvx sur dt, et az égale dvz sur dt. Or, on vient de voir que les coordonnées du vecteur accélération sont 0, donc dvx sur dt égale 0, et dvz sur dt égale moins g. Voilà. Alors, maintenant, moi, il me faut ce vecteur vitesse. Comment résoudre la fonction dvx sur dt égale 0? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la valeur ou la fonction de vx, du vecteur vitesse vx, qui, une fois dérivée par rapport au temps, me donne 0. D'accord? Donc je cherche ce qu'on appelle une primitive ou une intégrale. Voilà donc comment ça s'écrit. Ça s'écrit Vx, passer de là à là. Si moi je cherche Vx, ça s'écrit Vx égale intégrale de Ax dt, c'est-à-dire quelle est la primitive de Ax. Eh bien, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne 0? C'est une constante. Et la deuxième chose, c'est pareil pour Vz. Quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne moins g? Donc c'est cette écriture qui est ici. Il faudra vous y faire peut-être un peu plus tard en mathématiques. Quelle est Vz égale intégrale de az dt. Or az égale à moins g. Donc l'intégrale de moins g dt. Quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne moins g? Ça fait moins gt plus une constante. D'ailleurs, si je dérive ça par rapport au temps, moins gt par rapport au temps, ça me fait bien moins g. Et une constante par rapport au temps, comme c'est une constante, sa dérivée est nulle. Donc j'ai bien ça. Il me reste à trouver C1 et C3, qui sont les constantes. Et bien ça, je les trouve toujours aux conditions initiales. Donc à t égale 0, que vaudra C1?
Bah, C1 à t égale 0, puisque ça ne dépend pas du temps, c'est toujours la même valeur, bah, je vais aller chercher à t égale 0, je sais qu'à t égale 0, la vitesse vaut V0 cos alpha, et donc j'en déduis que C1 vaut V0 cos alpha. Pour Z maintenant, pour C3 pardon, ben, à t égale 0 pareil, hein, quand je remplace moins gt plus C3 avec t égale 0, ça me fait moins g fois 0 plus C3, ce qui fera C3. Et l'énoncé, ce que l'on a trouvé à la première question, c'est qu'à l'instant t égale 0, on a V0 sinus alpha. J'en déduis donc que C3 vaut V0 sinus alpha. Et donc, voilà les coordonnées du vecteur vitesse. C'est Vx égale V0 cos alpha, ça veut dire que suivant l'axe horizontal, la vitesse ne change pas. C'est un grand classique hein, quand on lance une balle dans un plan. Et suivant l'axe Z, ça fait moins gt plus V0 sinus alpha. Voilà la fin de la première question. Il me reste à calculer la vitesse et de vérifier au sommet qu'elle fait moins 12,1. Eh bien, au sommet, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse verticale est nulle, hein, l'objet ne monte plus, donc sa vitesse, le sommet, est caractérisé par une vitesse nulle, mais une vitesse verticale, hein, attention, l'objet n'a pas de vitesse nulle, il n'a qu'une vitesse verticale nulle, hein. Il avance encore vers la droite dans mon mouvement, hein, mais il ne monte plus. Donc j'en déduis que si Vz vaut 0, je n'ai plus qu'à remplacer la vitesse, elle n'est que horizontale, pardon, et donc la vitesse du point au sommet, ça me fait Vx égale V0 cos alpha, ce qui fait 14 fois cosinus 30 degrés, égale 12,1 mètres par seconde. Voilà, c'est la fin de la troisième question. Question suivante, eh bien, c'est la suite logique. Hein. Une fois que j'ai le vecteur vitesse, je veux le vecteur position. Eh bien, en fait, on va recommencer un cran de plus. Le vecteur position par rapport au vecteur vitesse, eh bien, je le trouve par la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Hein. C'est finalement dx sur dt, dy sur dt et dz sur dt. Hein. Tout simplement la distance divisée par le temps. Et donc voilà, pour le vecteur vitesse, bah, Vx ça fera dx sur dt et Vz ça fera dz sur dt. Et j'ai remarqué ce que l'on vient de trouver à la question précédente. Maintenant, j'ai cette équation-là qu'il faut que je résolve. Hein. Donc dx sur dt égale V0 cos alpha. Ça veut dire quoi? Moi je cherche x en fonction du temps. Bah, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne V0 cos alpha? Eh bien, cette fonction, donc ça c'est l'écriture que je viens de dire à l'oral, hein, quelle est la fonction qui, une fois dérivée, me donne V0 cos alpha? Bah, ça fait V0 cos alpha fois t, plus une constante, C'. La preuve, si je dérive ça par rapport au temps, il me reste V0 cos alpha, c'est ce que j'ai ici, et dérivé, je vous rappelle, d'une constante, ça fait 0. Maintenant, deuxième morceau, c'est pareil pour z, je cherche la fonction z, qui, une fois dérivée, me donne moins gt plus V0 sinus alpha. Alors, eh bien, là c'est pareil, mais un peu plus compliqué, puisque j'ai déjà la fonction t ici. Eh bien, ça me donne moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus une constante. Ce que je vous conseille de faire, c'est, une fois que vous avez écrit la fonction, dérivez-la pour voir si vous obtenez bien la fonction de départ, là, moins gt. Donc, j'avais moins gt, ça obtient gt carré. Quand je dérive gt carré, ça me fait 2gt. Le 2 va simplifier avec le 1/2, ce qui me fera bien moins gt que j'ai dans l'autre formule. Plus V0 sinus alpha t, c'est ce que l'on avait aussi pour le x, plus une constante, et on sait que la dérivée de la constante, c'est 0. Voilà, j'ai fait le plus dur. Il me reste maintenant à trouver C'1 et C'3. Et bien ça, je vous rappelle, comme tout à l'heure avec la vitesse, ce sont les conditions initiales qui vont me donner ces constantes. À t égale 0, la balle est en B, donc ça veut dire que xb vaut 0 et zb vaut 0,40, c'est-à-dire h, et je n'ai plus qu'à remplacer dans l'équation qui est ici. Quand t vaut 0, bah V0 cos alpha fois t, ça devient 0, il me reste que C'1. Donc, en fait, à t égale 0, j'ai C'1 égale 0. Hein.
Et à t égale 0, j'ai C'3 égale H. Ce qui fait que j'obtiens les fameuses équations V0 cos alpha t et moins 1/2 de gt carré V0 sinus alpha t plus H. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Voilà. Une fois que j'ai ça, classiquement, on me demande de déduire l'équation de la trajectoire. Eh bien, c'est mathématique. Hein. De l'équation 1, j'en déduis t égale x sur V0 cos alpha, que je remplace dans la deuxième. D'accord? Le fameux t carré qui est ici, je le remplace par x V0 cos alpha. Et là aussi, hein, ça me donne cette équation-là que je réarrange un petit peu. J'ai sinus alpha sur cos alpha, ça me fait tangente alpha. Voilà l'équation de la trajectoire. Cette équation est un grand classique, hein, c'est l'équation d'une parabole, d'accord, qui est cette fois-ci dont la concavité est tournée vers le bas puisque l'accélération est négative. Et le point de départ est bien sûr tangent à la vecteur vitesse. Voilà, ça c'est une grand classique des équations de trajectoire. Voilà, maintenant que j'ai l'équation de trajectoire, je peux calculer plein de choses, mais voilà, hein, j'ai cette fameuse parabole hein, qui est tangente au départ en vecteur vitesse. Et on voit bien qu'il y a une symétrie hein, parfaite. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que le mouvement horizontalement est uniforme. Hein. On voit bien que les écarts entre les balles est toujours constant pendant un temps égal, hein, dt. Et ça me donne donc un mouvement uniforme horizontal. La valeur de le vecteur vitesse horizontalement est V0 cosinus alpha. Par contre, verticalement, ce que j'ai, c'est je vois que les écarts diminuent durant la montée, puis après réaugmentent, mais en fait, c'est toujours les mêmes valeurs. Hein. C'est symétrique, hein. On est toujours à la même altitude à chaque fois. Donc le mouvement est ralenti jusqu'au sommet, puis accéléré en descendant. On dit qu'il est uniformément ralenti, parce que le vecteur accélération pour la montée et pour la descente est le même. Il est toujours accéléré ou ralenti de la même valeur, c'est cette accélération, c'est moins g. Voilà. Il me reste une question, c'est est-ce qu'on a marqué le but ou pas, sachant que le but est à 15 mètres et que la hauteur du but est de 2,14 mètres. On me dit que la vitesse était de 14 mètres par seconde avec un angle de 30 degrés. Voyons voir si on est aussi bon que Mbappé. Bon, c'est pas du football, d'accord, mais je connais pas de joueur de hockey sur gazon, hein. Donc on fera ce qu'on peut. Alors, je remplace. Le but sera marqué si, quand la valeur de x est de 15 mètres, la hauteur de la balle est inférieure à 2,14 mètres. Il faut que ça rentre dans les cages. Bah, je n'ai plus qu'à remplacer là-dedans, dans cette équation de trajectoire, x par 15 mètres, et regarder combien vaut z. Bien sûr, h vaut 0,40, et j'obtiens 1,63 mètres. Donc c'est inférieur à 2,14 mètres, donc il y a but. Voilà. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. C'était un peu long, je le sais. Voilà, une petite boutade, hein, voilà, avec ce petit nouveau, la soupe, je pense que ça vous a marqué. Un petit, surtout si ça vous a plu, alors un Père Noël bleu, je sais pas si ça existe, mais en tous les cas, ça me plaît beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt et bon travail, bonne révision. Allez, au revoir, à la prochaine.